Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui s'intitule Liberté, responsabilité et économie de la personne, qui est sorti en 1974 chez Routledge. Cet ouvrage a été co-rédigé par 4 auteurs, Jérôme Ballet, Damien Bazin, Jean-Luc Dubois et moi-même. Cet ouvrage ouvre un certain nombre de pistes originales, et naturellement l'originalité commence par critiquer les travaux avant les siens. Et ce travail commence par une critique d'Amartya Sen et de son outil, la capacité ou liberté de choix de vie ou de mode de fonctionnement. Le concept de liberté pose beaucoup de problèmes dans la mesure où il n'est pas forcément bon en soi. La liberté peut être par exemple le sort du travailleur libre de Marx. La liberté, c'est la liberté de se faire exploiter. La liberté de choix pose des problèmes. Elle pose le problème des coûts. Changer d'un mode de vie pour un autre entraîne des coûts. Enfin, la liberté peut être tout à fait paradoxale. On montre, à partir du concept de redistribution optimale, que si on veut respecter la liberté de choix des donateurs, de donner ou non, si on veut que la redistribution soit Pareto optimale, il faut que l'information soit la plus complète possible. C'est-à-dire que la limite, la liberté, induit une société totalitaire du point de vue de l'information sur les personnes. Donc on a insisté sur la personne, c'est sur le fait que l'économie, il ne faut pas l'oublier, est d'abord au service de la personne et reste à savoir qu'est-ce qu'on entend par personne par rapport à l'individu, par rapport à l'agent, par rapport aux agrégats, etc. La personne se définit par la responsabilité, et c'est surtout Ancionas qui montre que la responsabilité qu'on peut avoir par rapport à soi-même, par rapport à autrui, ou par rapport à l'environnement, cette responsabilité, c'est celle qui fonde la personne. La personne a ceci de bizarre, c'est qu'elle est autonome. Son autonomie tient dans le fait que la personne est capable de s'auto-contraindre. Ce qu'on trouve également chez Rousseau. Cette auto-contrainte a été beaucoup critiquée après Kant, mais effectivement, la liberté comme contrainte est paradoxale et s'oppose à la conception de l'individu hétéronome qui, lui, subit toutes les contraintes possibles en croyant être libre. Mais finalement, la personne, elle est faite de capacités. On parlera de l'homme capable chez Ricoeur, par exemple. Et cette capacité, c'est la capacité, par exemple, à dire, à faire, à s'imputer une responsabilité, la capacité à narrer ses histoires, l'histoire de sa famille, par exemple. Eh bien, cette structure de capacité pose des problèmes dans la mesure où elle est elle-même très, très hétérogène. La responsabilité n'est pas bonne en soi, elle peut être positive ou négative. D'autre part, cette responsabilité amène un problème qui est la disproportion éventuellement de la capacité d'imputation par rapport aux autres. Cette disproportion de la capacité pose un problème, elle conduit naturellement la personne à être vulnérable. En fait, quelle est la séquence de la responsabilité ? Nous avons au début une responsabilité qui s'exprime par le fait que chacun d'entre nous avons un système personnel, nous avons un agenda personnel de droits et obligations. Et la responsabilité fait partie de ces obligations et elle peut être disproportionnée au point où finalement il faut falloir que l'individu qui est terriblement obligé, par exemple le jeune homme qui revient d'un séjour qui lui a permis d'être haut fonctionnaire, il va être immédiatement soumis dans une société à des prélèvements. Celui qui part simplement à la ville va subir des prélèvements pour ceux qui sont restés à la campagne. Toutes sortes de transferts et de prélèvements sont possibles, mais l'individu, la personne, donc, a la possibilité de modifier cette pression, de leur donner
il va faire jouer sa rationalité. Donc la responsabilité implique la rationalité. Jusqu'où? Jusqu'au fait que on peut très bien imaginer une personne refusant toute responsabilité. Ça va poser des problèmes par rapport à sa communauté, par rapport à la famille, s'il ne veut pas s'en occuper. Et donc, on ne peut pas pousser la rationalisation de la responsabilité trop loin. Il faut qu'elle reste raisonnable et fasse que l'individu puisse continuer à être en accord avec sa communauté, sa personne, ce qu'on appelle chez Rawls la raisonnabilité. Donc la responsabilité est une séquence particulièrement importante, notamment pour identifier les personnes, celles qui donnent le plus, celles qui donnent le moins, etc. Celles qui sont écrasées, par exemple, dans certaines sociétés, les personnes sont des trop de problèmes, les personnes sont des en haut d'en haut, etc., exprimant leurs possibilités en matière de responsabilité. Donc cette personne peut être vulnérable, peut être fragile compte tenu de ses responsabilités. Elle peut être jusqu'à la souffrance, qui est en fait le premier concept en économie, avant même le bien-être. Les philosophes montrent que par exemple la diminution de la souffrance est une obligation première par rapport à la recherche du bien-être. Les deux ne sont pas du tout symétriques. On peut avoir du bien-être et connaître la souffrance, c'est le fameux paradoxe bien connu du bien-être accompagnant la souffrance. Mais d'autre part, la souffrance pose un problème considérable dans l'écriture. C'est à partir de quand on a le droit de faire souffrir d'autres personnes. L'idéal, ce serait que personne ne puisse apporter de la souffrance à d'autres personnes par les décisions qu'elles pourraient prendre. Il existe là une situation paradoxale. On a l'impression que la diminution de la souffrance ou un optimum de non-souffrance interdit pratiquement toute décision. Bon, de ce fait-là, cette vulnérabilité de la personne à ses propres contraintes, à sa responsabilité, fait qu'elle est vulnérable, il faut la protéger. Et donc ceci implique un système de précaution humaine et sociale qui permettent notamment d'éviter ce qu'on appellerait les crimes économiques. Alors vous savez que ces principes de précaution, ces crimes sont reconnus dans le domaine de l'environnement. On parlera de crimes dans l'environnement, on parlera de précaution. Ces choses-là n'existent pas en économie. Or, il serait temps, compte tenu des risques que l'économie apporte aux autres personnes en matière de souffrance, qu'il y ait un principe de précaution. En fait, cette construction est très proche de la phénoménologie. On considère par exemple ici la personne comme plongée dans un monde de l'obligation, c'est le fameux Dasein, l'homme parmi les autres, que l'on trouve dans la phénoménologie. Pas toute la phénoménologie, elle est quelquefois très compliquée, c'est pour ça qu'on a accordé une place importante à un auteur comme Ricoeur, parce que lui construit cette notion de personne capable, d'homme capable, qui finalement est beaucoup plus large que la notion de liberté de choix, qui est en fait très restreinte et peu opérationnelle et largement dépassée par la notion de capacité de la phénoménologie. La phénoménologie, l'étude des phénomènes, c'est l'étude des phénomènes bruts. L'étude des phénomènes avant d'appliquer un modèle n'importe comment. Et cette étude des phénomènes, cette méthode d'étude des phénomènes est bien définie par l'anthropologie économique comme méthode de la phénoménologie. Tout ça paraît très compliqué, mais en fait il s'agit de choses simples. Il s'agit de ne pas faire d'erreur quand on fait une politique dans un milieu fragile, dans un milieu vulnérable, et ceci implique des outils beaucoup plus sophistiqués que ceux que l'on nous propose. Enfin, que cherche-t-on finalement? On cherche à trouver des références, des applications
de la philosophie phénoménologique par rapport à l'économie. Alors celle-ci n'est absolument pas développée pour le moment. Il existe pratiquement un monopole de la pensée que certains appellent anglo-saxonne, que j'appellerais plutôt le radicalisme philosophique. Il existe un véritable monopole actuellement de cette philosophie sur l'économie. Il est temps d'aborder l'économie sous un autre angle, qui est l'angle de la personne, l'angle de la phénoménologie. Il y a des tas de chemins inexplorés dans ce domaine, et j'espère qu'on pourra bientôt procéder à plus de recherches dans ce domaine et qu'on aura la capacité, le choix, la liberté de choix en matière de fondement philosophique de l'économie. Je vous remercie.